Merci, Mr. President, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, chers médecins de la formation que j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir. Monsieur le Président, merci pour l'invitation, Dr Tafet Abdelkader et tout le groupe pour l'invitation et m'avoir proposé ce thème très lent que j'ai synthétisé donc en 15 minutes, je l'espère. Ceci est mon plan parce qu'en Afrique, nous partageons donc beaucoup de soucis ensemble sur la prise en charge des médecins généralistes et à l'ère de l'intelligence artificielle où la technologie bat son plein, j'ai essayé de vous simplifier les choses et de vous donner des outils qui vous permettront de travailler même si vous n'avez pas tout. La première diapositive, c'est pour vous rassurer parce que beaucoup parlent de plans internationaux de prise en charge du diabète, de prévention, même dans les pays qui sont très développés. Regardez bien, nous étions à 2000, donc 2 millions à peu près 150 millions de diabétiques dans les années 2000. Nous sommes actuellement à 380 millions et nous serons 700 millions d'ici 2045. Il y a peut-être un ou deux pays, un pays scandinave, la Finlande ou un autre pays, qui ont réussi à réduire la prévalence du diabète avec la prévention. Mais sinon, dans le monde entier, ça continue donc à progresser. Mais la différence, c'est que ça ne progresse pas de la même façon. Vous avez des pays où ça va se ralentir. Regardez bien, en Europe, il n'y a que 13% de progression du diabète d'ici 2045. Mais si on prend la région MENA et Afrique du Nord, nous aurons à peu près 87% d'augmentation du diabète d'ici 2045. En Afrique, c'est encore pire, vous allez avoir 134% d'augmentation du nombre de diabétiques d'ici 2045 et ceci est dû à un certain nombre de facteurs qu'on va voir tout de suite. Ces facteurs sont d'abord la croissance rapide de la prévalence. Nous avons également un âge précoce. Il ne faut pas comparer l'âge du début du diabète de type 2 en Europe, qui est de 45 ans, 55 ans, à l'âge de survenue du diabète en Afrique, au Maghreb, qui est de l'ordre de 30 ans, 35 ans. La troisième problématique, c'est que le diabète est souvent diagnostiqué en retard au stade de complication, avec 50% en moyenne de diabétiques méconnus. Le coût et l'accessibilité aux soins, l'impact des facteurs culturels et socio-économiques, et puis une augmentation des complications. Les raisons sont la forte croissance démographique rapide en 25 ans, avec l'augmentation de l'espérance de vie dans les pays africains et vieillissement de la population. Et évidemment, il y a eu une amélioration de soins et le changement de mode de vie qui nous prend à court maintenant avec la malbouffe et la sédentarité. J'ai repris dans cette revue que j'ai publiée donc en 2000 la prévalence des différents pays africains. Et regardez bien, quel que soit le pays, qu'il soit du Maghreb ou de l'Afrique, vous avez une augmentation importante de la prévalence en comparant les années 2000 aux années 2019. Par exemple, 4%, ça passe à 7,2%, l'Égypte, par exemple, 9,3% à 15%, etc., etc. Et dans tous les pays, on a une augmentation de la fréquence ou la prévalence du diabète comparativement aux années 2000 et aux années qui vont venir, des années 2045, et ça n'épargne aucun pays. Maintenant, on revient au vif du sujet, c'est-à-dire votre rôle à vous en tant que médecin généraliste dans la prise en charge du diabète. Vous êtes partout. Vous êtes partout dans toutes ces étapes de la prise en charge du diabète. Vous êtes dans l'étape du diagnostic avec le diagnostic précoce et un bilan des complications dès le diagnostic du diabète et une éducation thérapeutique. Ensuite, dans le contrôle glycémique, le risque cardiovasculaire et le risque cardiovasculaire global. Et enfin, n'oubliez pas les comorbidités émergentes qui sont la MASH, c'est-à-dire la stéatohépatite avec son problème métabolique, et avec le syndrome d'apnée du sommeil qui maintenant occasionne beaucoup de problèmes aux patients diabétiques et occasionne beaucoup d'associations avec un risque cardiovasculaire morbide, et sans oublier toutes les rétinopathies, la néphropathie qui sont des facteurs de risque réels du diabète. Donc vous êtes là.
en commençant par le diagnostic maintenant du prédiabète et du jusqu'au diabète, et puis la prise en charge holistique du diabète avec toutes les comorbidités qui accompagnent le diabète. Les critères diagnostiques n'ont pas changé. L'ADA vient de publier, il va être publié donc en 2025, en janvier 2025, les derniers critères 2025 de l'ADA. Sur le diagnostic, ça ne change pas. Qu'est-ce qui change? C'est en fait, vous pouvez diagnostiquer le diabète de 4 façons différentes, mais si on prend la région africaine, peut-être que l'hémoglobine A1C reste un petit problème pour certains pays, parce qu'elle n'est pas standardisée, et en plus, il y a des hémoglobinopathies telles que la thalassémie, la drépanocytose, l'insuffisance rénale, il y a la femme enceinte qui vont vous donner de fausses hémoglobines ou élevées ou faussement basses. Et ça pourrait interférer avec le dosage de ce paramètre. Et aussi le coût, puisque si vous faites une glycémie, c'est 150 dinars. Si vous faites une HbA1c, c'est de l'ordre de 500 à 700 dinars. Donc on peut diagnostiquer le diabète avec les quatre paramètres, la glycémie à jeun, la glycémie à n'importe quel moment de la journée, la glycémie 2 heures après la charge de 75 grammes de glucose, ou l'hémoglobine A1c. Donc c'est l'hémoglobine glyquée qui peut faire défaut. Deuxième paramètre, c'est le nombre de diabétiques méconnus. Quand j'ai fait ma thèse donc en 98, on avait 50% de diabétiques méconnus, c'est-à-dire 1 sur 2. Et la dernière étude, Stepwise OMS 2016-2017, montre qu'on a uniquement 30% de diabétiques méconnus. Donc on a amélioré le diagnostic chez nos patients, et ceci grâce à la formation médicale continue et à l'amélioration, à l'accès aux soins. Et donc, du coup, on est passé de 1 sur 2 diabétiques méconnus à 1 sur 3, grâce uniquement au dépistage de masse et grâce à la formation médicale continue. Cette formation médicale continue qui existe depuis 2004, 20 ans de formation, une semaine de formation par année, et qui a englobé 1600 médecins généralistes à l'échelle nationale et qui sont pratiquement dans toutes les maisons diabétiques, dans le privé, un peu partout, et plus d'une centaine à l'échelle maghrébine et africaine. Et cette formation de médecins généralistes a permis une amélioration des soins, de la qualité des soins des médecins, des patients. Et dans tous les pays du monde, l'omnipraticien est le premier qui doit prendre en charge le patient diabétique de type 2. Pour le dépistage, regardez bien, en 2006, quand on a réalisé le dépistage de masse, j'avais mis 35 ans, l'âge de dépistage du diabète de type 2, mais l'ADA, pendant très longtemps, et l'EASD dans les pays occidentaux, ils ont maintenu 45 ans. Je vous ai dit qu'il y avait une différence entre nous et les Occidentaux, dont la survenue du diabète il survient un peu plus tard, mais j'avais toujours prôné 35 ans, 30 ans pour le dépistage. Bon, ils sont revenus à de meilleurs sentiments, puisque depuis 2019 maintenant, l'ADA propose donc 35 ans, comme on l'a fait depuis 2006, 35 ans, le début du dépistage du diabète de type 2, pour vous dire que le diabète avance et est plus précoce que dans beaucoup de pays. Si vous faites un dépistage de masse avec la glycémie capillaire, parce que quand on fait un dépistage de masse, la majorité des patients viennent durant la journée en situation postprandiale. Donc, la meilleure façon d'attraper ou de capter, si vous voulez, les diabétiques, il faudrait reconvoquer les patients qui ont plus de 2,20, une glycémie capillaire qui est supérieure à 2,20, et vous êtes sûr d'avoir des patients diabétiques à partir de ce chiffre de postprandial. Si vous n'avez aucun moyen de le faire, vous n'avez pas les moyens de faire une glycémie plasmatique ou une glycémie capillaire pour le dépistage, vous pouvez dépister avec le questionnaire, ce questionnaire qui existe sur la page de la Fédération internationale du diabète, qui vous permet en 8 questions de connaître des patients à faible risque chez lesquels vous n'allez pas faire une glycémie, vous allez faire une économie. Mais dès que vous êtes chez des patients qui ont 15 points ou 20 points, ou plus de 21 points, vous êtes obligé de réaliser une glycémie. Donc ça permet de connaître le risque de développer le diabète. Et c'est quelque chose qui est très applicable et qui existe en 12 langues, dans le français, l'anglais et l'arabe. Les objectifs glycémiques. Les objectifs glycémiques, donc, c'est grâce aux outils qu'on peut le faire, grâce à maintenant la glycémie capillaire chez nos patients, au CGM intermittent ou au CGM continu, et ils n'ont pas également changé. Moins de 7% pour la majorité des patients.
entre 80 et 130 pour la glycémie à jeun et moins de 1,80 g pour la glycémie postprandiale. Évidemment, si vous avez une personne âgée ou sédentaire ou une personne qui a une fragilité, vous pouvez accepter 8%. Mais sinon, selon les critères de l'ADA de 2025, vous avez donc cette hémoglobine glyquée en moyenne de 7% chez tout le monde et un peu plus exigeant chez les jeunes, moins exigeant chez les sujets âgés, sans oublier évidemment le taille-ménage qui rentre maintenant dans la cour des grands. Le taille-ménage qui doit être entre plus de 70%, c'est 70% des patients. La glycémie doit être entre 0,70 et 1,80 g, c'est le contrôle de la glycémie à court terme. Ben, vous le faites avec le CGM intermittent ou le CGM continu, mais quand vous n'avez pas les moyens de le faire, vous avez le delta taille-ménage. Vous pouvez calculer votre taille-ménage en prenant tout simplement toutes les glycémies capillaires qui sont dans le taille-ménage, que vous allez diviser par le nombre de glycémies capillaires réalisées pendant 14 jours, au moins 14 glycémies, vous multipliez par 100. Oui, je sais. Et donc, vous avez votre chiffre ici. Sur l'insulinorésistance, vous savez qu'il y a une classification qui est de plus en plus donc, retenue maintenant. Et cette classification vous parle de l'insulinorésistance. Mais sachez qu'en pratique, vous n'avez pas besoin de bilan ou de faire quoi que ce soit ou de tester l'insulinorésistance. Il vous suffit d'avoir un mètre ruban ou sinon rechercher la comptosis nigricans pour qu'il y ait un marqueur de l'insulinorésistance chez vos malades. Et ça suffit donc amplement. Il va falloir donc un certain nombre d'instruments pour réaliser l'examen clinique qui vous permet de dépister les complications du diabète, et également la recherche des complications et évidemment éliminer un diabète secondaire facilement diagnostiqué, sauf si on est aveugle et on ne voit pas ces Cushing ou cette hyperthyroïdie, etc. Pour l'objectif glycémique, vous voyez bien que il n'est réalisé que dans 50% des cas. En Algérie, on a réalisé un bond considérable puisqu'on est passé dans les années 2000 de 8,5% d'hémoglobine A1C à 7,7% pour atteindre 35% des patients qui ont un bon équilibre glycémique par rapport à une moyenne mondiale. La prise en charge holistique et les comorbidités concernent l'hypertension, l'obésité, la mâchoire, le syndrome d'apnée du sommeil. Vous avez eu les chiffres hier, on revient à moins de 120-70 chez tout le monde, avec une tension évidemment bien tolérée, même chez les patients diabétiques, ça vous le savez. Pour le manque de structure et le manque de ressources, il suffit de s'organiser pour avoir un minimum de bilan pour vos patients. Et quand on n'a pas des gros moyens, tels que les semi-remorques pour le dépistage, on crée un petit poussé, mais qui peut faire beaucoup de choses. Le pied, c'est quelque chose d'absolu, de priorité absolue, puisque nous avons tous des problèmes avec le pied diabétique, de par le retard diagnostique, la prise en charge tertiaire qui est difficile, notamment pour le bilan des complications. Il faut juste connaître que le pied à risque, c'est un pied neuropathique auquel s'ajoute une artériopathie, et dès que vous avez des facteurs déclenchants, vous avez un pied avec une surinfection, et ça va partir. Tout ce que je vous demande, c'est de faire une radiographie en urgence quand vous avez un pied diabétique qui vous permet de diagnostiquer au moins 5 objectifs et bien sûr, commencer par décharger le pied selon les moyens dont vous disposez. Et ça permet de régler beaucoup de problèmes sur le plan du pied diabétique et évidemment faire de la prévention. Grâce à ces photos, vous pouvez faire de la prévention chez vos patients. Évidemment, les croyances et les mythes, c'est les médicaments, les herbes qui peuvent toujours exister. Et vous voyez en bas qu'on peut parler maintenant de guérison du diabète de type 2. Ils n'ont pas tort, mais il faut le faire avec une réduction du poids, puisque si vous gagnez plus de 15% de poids, vous pouvez avoir une rémission du diabète de type 2 et réduire le diabète de 40% si vous marchez 30 minutes par jour. La chirurgie bariatrique fait beaucoup de choses, mais c'est actuellement la combinaison entre le GIP et le GLP-1, le tirzépatide, qui peut entraîner 25%
de réduction ou de rémission du diabète. La rétinographie dans l'intelligence artificielle vous permet de réaliser beaucoup de rétinographie pour dépister précocement la rétinopathie diabétique. On l'a fait avec la clinique mobile et on a réalisé plus de 5000 rétinographies grâce à ce petit poussé. Et puis, pour terminer avec les nouveaux traitements, vous savez que maintenant les agonistes récepteurs des GLP-1 et les inhibiteurs des SGLT2 sont indispensables dans notamment la prévention secondaire et la prise en charge des patients à haut risque cardiovasculaire ou ceux qui ont une insuffisance cardiaque ou une maladie rénale diabétique. Mais ayez dans votre esprit qu'avant ces molécules, on avait le DCCT, on avait du KPDS, on avait l'étude STENO2 et cette étude américaine qui ont bien démontré qu'on pouvait réduire les complications avec les molécules classiques telles que la metformine, les sulfamides, l'insuline. Et donc, si on n'a pas de nouvelles molécules, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réduire les complications. Il faut juste équilibrer les patients et les prendre en charge d'une manière correcte avec une consultation régulière qui comprend l'examen du pied diabétique et un examen clinique général, chose que ne font pas beaucoup de médecins actuellement. Donc la fin, c'est lutter contre l'inertie avec un dépistage et un diagnostic précoce, dans la progression du traitement et surtout l'adoption des nouvelles technologies thérapeutiques chez les patients. Et je terminer. Donc l'intelligence artificielle qui vous permet de faire des bons considérables en réduisant les moyens. Je dirais en conclusion que le médecin généraliste joue un rôle pivotal dans la prise en charge rationnelle du diabète de type 2 en Afrique face à des contextes souvent marqués par des ressources limitées et une prévalence croissante. Il faut sensibiliser et dépister précocement le diabète, renforcer les systèmes de santé, promouvoir l'alimentation saine et le mode de vie actif, subventionner les traitements essentiels. Et le défi est grand, mais il est réalisable avec une action collective éclairée, adaptée aux réalités. Et j'invite nos amis sénégalais au 3e DAR francophone qui va se passer à Dakar le 9, 10, 11 janvier de l'année prochaine. Et je vous remercie pour votre attention.